Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé à la réunion du conseil d'administration de l'Alliance Smart Africa par vidéoconférence. Nouvelle nationale toujours, la première dame a parrainé aujourd'hui le lancement de la semaine nationale de l'artisanat. Concernant le Covid-19, début historique de la vaccination au Royaume-Uni. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la réunion du conseil d'administration de l'Alliance dite Smart Africa à laquelle a pris part le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État a pris part ce lundi aux côtés de ses homologues chefs d'État de gouvernement d'Afrique à une réunion du conseil d'administration de l'Alliance Smart Africa. Notre pays est d'autant plus impliqué dans la gestion de la mise en œuvre de cette instance par-africaine au regard du fait qu'il ait été choisi pour abriter et piloter la data center névralgique à son projet. En effet, 2 centres de données de dernière technologie à la disposition de tout le continent seront construits, l'un à Djibouti et l'autre à Obok. Créé en 2014, ce projet Smart Africa équivaut à un programme à l'amélioration des conditions de vie des villes africaines par l'éthique. Son intérêt principal réside dans sa capacité à offrir aux décideurs un potentiel analytique et d'anticipation sur les orientations à définir pour le développement de l'urbanisation, le renforcement du patrimoine humain, la création d'emplois, la réduction de la fracture numérique constituent entre autres les facteurs de développement sur lesquels l'initiative Smart City ou Ville Intelligente a vocation indéniable à effectuer avec un effet positif. Dans son intervention, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que la 9e réunion du conseil d'administration de la Smart Africa est de discuter des avancées de l'Alliance pour une Afrique digitalisée. On écoute un extrait, une première partie de l'intervention du président de la République. Mesdames et messieurs, je suis heureux de prendre part à cette 9e réunion virtuelle de notre conseil d'administration qui sera l'occasion pour nous de discuter des avancées de notre alliance pour une Afrique digitale. Plus que jamais, nous ressentons que le numérique sera, s'il ne l'est pas déjà, le catalyseur pour le développement de nos économies et l'amélioration du mode de vie de nos populations. C'est d'autant plus vrai pour notre continent qui jouit d'une population jeune, dynamique, qui entreprend et confirme chaque jour son appétence pour l'innovation technologique en développant de multiples outils et contenus numériques conceptualisés pour rendre meilleure la vie de leurs concitoyens. C'est une fierté de voir nos jeunes agir, créer, innover. Plus que jamais, c'est un devoir, une responsabilité pour nous, dirigeants, de les encourager en construisant un écosystème capable de faire émerger nos talents et de les propulser dans la compétition mondiale pour qu'ils en deviennent les leaders de demain. En effet, nous nous accordons tous à dire que dans ce domaine, l'Afrique peut et doit être capable de performer. Que l'Afrique n'a rien à envier au reste du monde si elle s'accorde à tenir ses engagements formulés dans le cadre de notre initiative Smart Africa. Le développement des infrastructures, l'amélioration de la connectivité, la formation du capital humain sont des facteurs identifiés comme étant propices au développement de l'économie digitale et l'inclusion numérique dans nos pays respectifs. Notre agenda, Monsieur le Président,
et de créer les synergies nécessaires pour les réaliser au niveau local, mais aussi régional, et notamment à travers les interconnexions de nos infrastructures, l'harmonisation de nos réglementations, l'accès aux ressources financières par le biais d'une orientation plus franche des fonds africains donnant la priorité à ce secteur. La crise sans précédent de la Covid-19 que nous traversons actuellement n'est qu'un aperçu de la nécessité de conjuguer davantage nos efforts en commun. Cette pandémie a mis en lumière la capacité de notre jeunesse à innover dans le domaine des TIC en développant des applications africaines pour lutter contre la Covid-19. Mais les récents développements portés par l'utilisation de l'intelligence artificielle et le big data nous interpellent sur notre capacité à peser sur des sujets aussi stratégiques si nous ne nous unissons pas pour former une véritable intelligentsia africaine pour le digital. Il n'est plus question de suivre le monde, mais d'anticiper sur les réalités du monde de demain. Notre rencontre nous donne l'occasion aujourd'hui de faire le point, de mesurer nos progrès, définir nos challenges et enfin de tracer de nouveaux objectifs encore plus ambitieux que ceux que nous avons réalisés. Ensuite, le chef de l'État a axé son intervention sur les principes ambitieux, a-t-il dit, qui orientent ses actions, comme inscrire l'éthique au cœur des politiques publiques de développement socio-économique afin de réduire la pauvreté. Réécoutons ensemble le chef de l'État. Mesdames et messieurs, le succès de l'Alliance Smart Africa repose essentiellement sur une vision traduite à travers un certain nombre de principes ambitieux qui orientent ses actions. Il s'agit notamment, pour ne citer que quelques-uns, de la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'inscrire l'éthique au cœur des politiques publiques de développement socio-économique afin de réduire la pauvreté, créer la prospérité et accroître la productivité sur le continent. Améliorer ensuite l'accès aux TIC, notamment les services à large bande, en s'appuyant sur le progrès accompli par le continent en matière de connectivité, en particulier dans les zones mal desservies, afin de réaliser l'objectif d'accès de qualité et abordable pour tous les citoyens. Mettre à contribution les TIC pour promouvoir le développement durable en maintenant les gains réalisés en matière de développement socio-économique tout en misant sur les TIC pour autonomiser les femmes et la jeunesse afin de promouvoir l'inclusion sociale, en particulier les personnes handicapées. C'est en application de ces principes que l'initiative Smart Africa a, entre autres, entrepris l'implémentation du réseau africain unique, One Network Area, dont le processus de mise en œuvre se traduit actuellement au travers d'un certain nombre de grands chantiers. À Djibouti, dont la position géographique constitue une importante plateforme et un nœud de transit international des câbles sous-marins, au centre du monde arabe et au carrefour de l'Orient et de l'Occident, de l'Afrique et de l'Asie, nous sommes tout à fait conscients de ces enjeux. Par le développement de son secteur des TIC, la République de Djibouti a la ferme intention d'apporter une contribution effective à l'édification d'une société africaine connectée. C'est dans cette optique de renforcer la connectivité régionale et construire des infrastructures modernes, fiables et performantes que nous avons entrepris le développement du projet de construction
du câble sous-marin DARE, Djibouti Africa Regional Express, en investissant plus de 80 millions de dollars avec une longueur totale du câble de 5500 km avec les branches de Mogadiscio et Bosaso. Le projet consiste à interconnecter deux principaux hubs de télécommunications en Afrique de l'Est, à savoir Djibouti et Mombasa au Kenya, avec deux autres branches d'interconnexion secondaire qui permettront de relier le tronc principal du système avec Mogadiscio et Bosaso en Somalie. Ce projet a également pour ambition d'interconnecter les pays enclavés de la région. Au sein de l'Alliance Smart Africa, plusieurs pays ont été choisis pour jouer chacun un rôle de leader sur un sujet touchant au développement du digital en Afrique. Djibouti a été chargé de développer l'infrastructure et les capacités de stockage et de traitement des données en Afrique, à savoir les data centers. À cet effet, nous avons entrepris le développement d'un projet qui donnera naissance au premier data center écologique du continent, situé dans une ville côtière au nord du pays, à Obok. Nous visons à développer un parc de data centers présentant les meilleurs standards en matière de fiabilité de fonctionnement, en tiers 3 ou tiers 4, de sécurisation physique, de connectivité, de modularité et de performance énergétique. Une fois de plus, la position géographique de Djibouti jouera en sa faveur, car ces data centers seront situés à mi-chemin entre l'Asie et l'Europe, mais seront aussi une porte d'entrée numérique du continent africain, offrant ainsi un temps de latence idéal. Mesdames et messieurs, 2020 a démontré que les capacités numériques sont le fondement même de l'économie actuelle et que les infrastructures numériques sont aussi, sinon plus essentielles que les autoroutes ou les trains, ponts et ports. L'Afrique, si elle a accumulé un retard en infrastructure physique, peut néanmoins faire un bond numérique sans précédent qui lui permettra de non seulement de dépasser ce retard, mais pourquoi pas devancer le reste du monde. Comme c'est déjà le cas depuis une dizaine d'années sur le mobile money, par exemple. Je suis convaincu qu'en misant sur la complémentarité de nos atouts, la mutualisation de nos ressources et moyens, qu'à travers la vision et les divers projets développés par l'Alliance Smart Africa, avec l'aide et le support indispensables du secteur privé, nous pourrons atteindre nos objectifs pour faire de nos concitoyens les acteurs de la société de l'information d'aujourd'hui et de demain. Nous y croyons fermement, nos jeunes concitoyens s'impatientent déjà. Je vous remercie de votre attention. Et cet hommage du président de la République à la mémoire de feu Numa Moussa Roblé, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a salué la mémoire de feu Numa Moussa, patriote connu et apprécié pour son engagement constant en faveur de la fraternité entre Djiboutiens, et décédé aujourd'hui. Fervente militante du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, elle forçait l'estime à travers sa capacité à mobiliser et à convaincre du bien fondé des valeurs de notre famille politique, a indiqué le chef de l'État. Elle suscitait l'admiration de ses compatriotes d'Ali Sabié, sa région natale, notamment pour sa propension à s'acquitter avec brio de ses missions aussi bien au sein du parti que dans les instances dévolues à la promotion du statut de la femme djiboutienne, a également noté le président Guelleh, qui a imploré Dieu Tout-Puissant d'accueillir la défunte dans son paradis éternel. Décédée aujourd'hui lundi, Numa Moussa Roblé laisse derrière elle un mari, 7 enfants et petits-enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre titre que nous allons développer dans l'actualité de ce 22h, c'est l'ouverture de la Semaine nationale de l'artisanat.
Placé sous les auspices de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé aujourd'hui au Bawadi Moul l'ouverture de cette semaine nationale de l'artisanat. Cérémonie riche en couleurs et en objets traditionnels a réuni outre donc les différentes personnalités publiques. Mme Khadra Mahmoud Haïd a été accueillie par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Commerce, la ministre de la Femme et de la Famille, les membres du gouvernement. Elle a noté également la présence de la coordinatrice des systèmes des Nations Unies, Mme Barbara Menzi, la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, et du colonel de la garde républicaine Mohamed Jama Douhalé, ainsi que la secrétaire générale de l'OIF. À son arrivée, donc, la première dame a reçu un accueil de plus chaleureux des personnalités publiques venues accueillir la première dame à donc l'entrée du Bawadi Moul. Ensuite, la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a entamé la visite des différents stands qui composaient cette exposition et a félicité, mais aussi encouragé les fabricantes d'art artisanal. Eh bien, cette exposition qui se poursuivra pendant une semaine, proposée par plusieurs instituts des régions, cette journée riche en couleurs et garnie d'objets artisanaux a réuni de nombreux jeunes, des femmes spécialisées dans la fabrication de nombreux produits artisanaux et traditionnels venant de toutes les régions de l'intérieur. Outre la première dame, la présidente de l'UNFD, le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, la secrétaire générale de l'OIF, présente à Djibouti pour 3 jours, était présente à cette exposition. On notait également la présence de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mme Barbara Menzi, la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, du colonel de la garde républicaine, et qui a également été présent à cette exposition. Et à l'issue de cette journée d'exposition, nous avons recueilli pour vous la réaction du directeur de l'artisanat, Abdallah Daher. Oui, c'est tenu sous la houlette de haut patronage, son excellence, Madame la première dame du pays, Khadra Mahmoud Haïd, le lancement officiel de la semaine commerciale. Les invités étaient les coopératives des artisans des 5 régions de l'intérieur qui ont honoré de leur présence et nous ont montré leur potentiel de chaque région. Nous allons par la suite, avec cet élan, lancer aussi une campagne de matériel aux artisans pour le confectionnement de leurs produits. Il faut que nous, en tant que citoyens djiboutiens, nous sommes là pour aider les artisans à confectionner leurs produits et à aider aussi là où il y a des lieux de vente.
Dans son intervention, le ministre du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, a indiqué que cette journée a été honorée par la présence de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid, dédiée aux femmes djiboutiennes qui ont comme vocation renforcer les produits artisanaux dans les 5 régions de l'intérieur ainsi que dans la capitale. Et cette conférence des présidents qui s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale, conduite conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est déroulée avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, des membres du bureau de l'Assemblée, des présidents, groupe parlementaire de la commission, ainsi que le rapporteur général du budget. Au terme de ces échanges, eh bien, ces tests ont été transmis aux différentes commissions permanentes compétentes. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé hier dimanche au Palais du Peuple en présence du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, à la décoration de 6 hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Il s'agit du secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub, de la secrétaire exécutive Madame Ayane Ousmane Abrar, de l'inspectrice générale Mouna Ismail Abdou, du conseiller technique messieurs Mohamed Barkhat Siraj et Omar Hussein Guedi, du directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Abdelkader Ahmed, du directeur général du CRIPEN Saïd Nour et de l'inspecteur de l'éducation physique et sportive Monsieur Abdelkader Daher. Ils ont été élevés au grade d'officier du 27 juin pour service rendu à la nation en tant qu'éducateurs et responsables durant cette décennie. Par ailleurs, plusieurs autres personnels pédagogiques du MENFOP, essentiellement des conseillers pédagogiques et des enseignants, ont été également décorés au cours de cette cérémonie de la médaille de chevalier en guise de reconnaissance pour leur engagement et leur travail remarquable accompli au cours de cette période dite de confinement. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui donc la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mouchika-Ouabo. Les discussions ont été axées à l'occasion donc sur les cinquantenaires de l'Organisation internationale de la francophonie, le contexte de l'épidémie du coronavirus. Eh bien, la secrétaire générale de l'OIF était accompagnée d'une importante délégation qui comprenait notamment notre ambassadeur en France, Ayed Moussaïd Yahya. Eh bien, la secrétaire générale de l'OIF a été également décorée ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Je vous propose cette fois de suivre une réaction de la représentante de l'OIF, Madame Louise Mouchika-Ouabo. À Djibouti pour une visite de travail, une visite de grande importance pour la francophonie, l'organisation que je dirige. Cette visite de 3 jours est une visite tout d'abord qui signale l'attachement de la francophonie à ce pays, Djibouti, qui est le porte-flambeau de la francophonie dans cette partie du monde, un pays africain, un pays musulman, un pays qui est à la rencontre de plusieurs cultures, de plusieurs routes économiques, et un pays qui signale à plusieurs niveaux des réformes importantes, des changements importants qui pourraient aussi inspirer d'autres pays de notre espace. Alors, vraiment, l'importance de ce pays, c'est la
l'essence même de cette visite. Deuxièmement, nous sommes ici pour lancer le centre régional de formation en langue française qui sera ici donc à Djibouti. Nous avons hier signé un mémorandum d'entente avec le ministre des Affaires étrangères pour mettre en place ce centre qui couvrira, donc comme il est régional, plusieurs pays de l'espace francophone, notamment en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient. Ce centre de Djibouti couvrira l'Égypte, le Rwanda, le Burundi et nos pays associés de l'autre côté de la mer, le Qatar et les Émirats arabes unis. Et d'autre part, cette visite est aussi pour nous une occasion d'être éduqués, d'être informés sur les priorités du pays. Nous sommes sur une grande priorité dès ma prise de fonction à la francophonie l'année dernière, qui est le domaine du numérique. Nous sommes sur la formation de jeunes francophones dans plusieurs métiers du numérique. Je suis donc ici avec le directeur de la francophonie économique et nous voulons impliquer Djibouti dans les échanges commerciaux, dans les échanges à caractère économique intra-francophones. Voici donc plus ou moins les 3 raisons pour lesquelles nous sommes ici dans cette visite. On a pu s'entretenir avec plusieurs acteurs et nous sommes bien évidemment honorés d'avoir été reçus par les plus hautes autorités de ce pays. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de visiter une exposition sur l'artisanat féminin. C'est un domaine important pour nous à la francophonie. L'autonomisation des femmes et l'éducation des filles et des femmes sont des aspects très importants. Donc nous avons vraiment jusqu'à présent une très belle visite qui nous permet à la fois d'harmoniser nos priorités sur les priorités du pays et d'avoir une meilleure compréhension aussi de ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes fiers aussi de la gestion de ce pays par rapport à la crise sanitaire et donc pour nous, un pays de l'espace francophone qui avance tant bien que mal. Le monde ne va pas très bien, mais nous sommes heureux d'avoir ce pays qui représente la stabilité, la paix, un pays aussi qui est sur vraiment des chantiers importants qui rejoignent nos priorités à l'Organisation internationale de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a également reçu la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikawabo, dans le salon d'honneur de la présidence du Parlement aujourd'hui, 7 décembre. Eh bien, les discussions ont été axées sur le 50e de l'Organisation internationale de la francophonie. Le contexte de l'épidémie du coronavirus a été évoqué et malheureusement, de nombreuses manifestations ont été ajournées et les réunions officielles se sont déroulées par vidéoconférence. La représentante de l'OIF a annoncé au président de l'Assemblée nationale le lancement du Centre régional de l'enseignement de la langue française. Eh bien, ce centre régional regroupe les pays d'Afrique de l'Est comme l'Égypte, le Burundi, le Rwanda et bien sûr Djibouti où la francophonie dispose d'un ancrage culturel et intellectuel et une coopération historique. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikawabo, qui est à la tête d'une importante délégation de l'institution et effectue cette visite depuis samedi, une visite officielle de 3 jours à Djibouti. Les discussions entre la secrétaire générale de l'OIF et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale ont été fructueuses où plusieurs points ont été évoqués. Par ailleurs, l'audience servit de cadre à l'évocation du Centre régional de l'enseignement du français que l'OIF acquis à travers un mémorandum d'entente signé entre les deux parties. Eh bien, l'accord a été érigé à Djibouti. Et bien, concernant toujours cet accord, je propose de suivre l'intervention de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikawabo. Il m'amène ici, c'est pour signaler que
nous sommes très attachés à Djibouti. La francophonie a Djibouti comme porte-flambeau de l'organisation dans cette région. Et donc, notre présence ici signale que vous n'êtes pas en isolement francophone, mais que vous êtes un pays qui compte beaucoup pour notre organisation et surtout que vous êtes un pays qui est sur plusieurs régions, sur plusieurs langues aussi, puisque nous sommes de plus en plus dans un monde multilingue. Et donc, la toute première raison, c'est de dire à Djibouti, à travers vous, Monsieur le ministre, et vos collaborateurs, mes autres frères, que Djibouti compte beaucoup pour notre organisation. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a l'amour entre la francophonie et Djibouti, mais maintenant nous recherchons de plus en plus des signes, des gestes d'amour entre notre organisation et Djibouti. La deuxième raison, c'est pour nos programmes. Nos programmes ici à Djibouti qui sont tout d'abord la langue française. Nous sommes très, très heureux. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de la Culture et des Bienwarf ont dans leurs interventions respectives indiqué l'importance que revêt cette visite de la secrétaire générale de l'OIF à Djibouti. Également réitérer donc la bienvenue chez nous ici à Djibouti et pouvoir discuter avec vous des grands chantiers que nous avons lancés au niveau de l'enseignement supérieur de façon très brève parce que ça prendrait beaucoup plus de temps qu'il en faudrait. Je voudrais tout d'abord vous dire, au niveau de l'université, nous avons une collaboration très importante avec l'AUF. La secrétaire générale de l'université m'en parlait tout à l'heure avec beaucoup de fierté en tant que femme également, et j'ai tenu à ce qu'elle soit parmi nous. Il y a l'université de Djibouti, mais bien sûr le centre d'études et de recherche de Djibouti qui est membre à part entière au Moyen-Orient, donc de l'AUF. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons également un campus numérique francophone, partenariat avec l'université Sangor à Alexandrie. Et nous comptons faire vraiment, encore une fois, réitérer notre demande pour en faire un centre régional qui pourrait servir une grande partie de cette Afrique francophone. Et vous avez déjà cité un certain nombre de pays. Une grande partie, en tout cas, de nos enseignants sont déjà des experts pour l'AUF, donc dans l'enrichissement de cette francophonie et de ce qu'ils peuvent apporter comme savoir. La plupart d'entre eux ont été formés, enfin leur doctorat obtenu en tout cas, dans des universités françaises ou des universités francophones. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, riche en paléontologie, berceau de l'humanité où la paix et la solidarité ont leur vrai sens ici à Djibouti. Aussi, permettez-moi de vous confirmer que la population djiboutienne vous ouvre grandement son cœur et vous dit Sodawada, Arheba, Marhabamikou. Comme vous avez bien constaté, par ces trois mots en différentes langues qui signifient bienvenue, vous comprenez que la société djiboutienne est plurielle et unifiée à la fois. Plurielle par sa diversité culturelle, car elle a trois langues, à savoir afar, arabe et somali. Unifiée par sa solidarité, sa cohésion sociale et son attachement à l'unité nationale. Grâce à la vision éclairée et la politique sage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'à sa culture caractérisée par les valeurs de tolérance, de dialogue et de paix. Comme toutes les institutions de mon pays, mon département, le ministère de la Culture, se félicite de l'excellence des relations historiques et des valeurs culturelles que nous partageons avec votre organisation. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention.
La République de Djibouti est heureuse de vous recevoir. La République de Djibouti est fière d'appartenir à cette famille francophone. Et la République de Djibouti s'est toujours sentie concernée par tous les défis auxquels était confronté cet espace francophone depuis sa création. Ce matin, je ne m'étalerai pas beaucoup sur ce que nous faisons dans le cadre de la francophonie avec le secrétariat général de la francophonie, mais j'aimerais quand même citer quelques éléments saillants de cette coopération qui sont d'abord, je dirais, un certain nombre de structures que, grâce à vous, nous avons pu développer à Djibouti, notamment les CLAC. Aujourd'hui, nous sommes à 5 de ces centres, 3 dans la capitale et 2 dans les régions de l'intérieur. Nous allons prochainement développer également le CREF, qui est un centre régional. Nous sommes fiers de pouvoir accueillir, grâce à vous, Madame la Secrétaire Générale, je tiens à vous remercier pour cela, un centre qui nous permettra de jouer réellement le rôle de tête de pont entre une partie du continent africain, qui est l'Est, et le Moyen-Orient. Nous avons des programmes qui sont développés sectoriels de formation en collaboration avec les agences spécialisées de l'OIF, notamment l'agence universitaire francophone avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons également un programme avec l'Institut des études diplomatiques, avec l'IPF, et nous continuons à essayer d'élargir un peu l'horizon de cette coopération qui nous semble importante pour un pays qui se dit être dans une solitude francophone ou dans un enclavement linguistique. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a également reçu ce matin la visite de la délégation conduite par la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mouchikawabo. Eh bien, Madame Louise Mouchikawabo est en visite de travail de 3 jours depuis samedi, eh bien, accompagnée de notre ambassadeur à Paris, Ayad Moussadia, qui a accompagné cette importante délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a eu une réunion de travail avec le ministre de l'Éducation nationale, entouré de ses proches collaborateurs. Le ministre a fait un bref aperçu de l'historique de l'école djiboutienne qui, a-t-il rappelé, s'apprête à célébrer dans le courant de ce mois de décembre le 20e anniversaire de sa fondation en tant que telle. Jeunesse et sport, Hassan Mohamed Kamil a également reçu hier en audience la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en visite de travail de 3 jours à Djibouti. Bien, les discussions ont porté sur les relations de coopération entre les deux parties, ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage, mais également et surtout les nouvelles orientations stratégiques pour la question liée à la jeunesse. Remercions ce note pour sa visite historique à Djibouti. Eh bien, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a présenté les grandes réalisations de son département en faveur de la jeunesse et des défis et perspectives pour les années à venir. À l'issue de cette rencontre, M. Hassan Mohamed Kamil a remis des cadeaux aux mains de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, accompagné du préfet de la région de Dikil, Aden Darar Moussa, le directeur général de la population, Ahmed Omar Jama, du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younissaré, ainsi que le chef de corps de Riyad, colonel Idriss Amar Alaye, s'est rendu à Ania pour s'enquérir de la situation de cette population. Eh bien, le ministre a été accueilli chaleureusement par les Houka, la population locale, jeunes et moins jeunes, sont venus acclamer le ministre et sa délégation. Eh bien, ensuite, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec la communauté locale, dont les chefs coutumiers, les ulama, les femmes et les jeunes.
Au cours de cet entretien avec la population, eh bien, cette population locale a exposé au ministre les lacunes et difficultés persistantes dans cette localité qui est soumise à de nombreuses doléances. Ensuite, le ministre a exhorté cette assise à veiller avant tout à la sécurité et à la cohésion sociale. Dans le cadre de la 10e anniversaire des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Moghoré, le commandant de la garde-côte, nous a accordé une interview dans laquelle il a passé en revue l'historique de la création de la garde-côte. La montée en puissance de cette jeune institution, a-t-il dit, mais aussi les perspectives nouvelles. C'est un réel plaisir pour moi de célébrer avec ferveur 10 ans d'existence de la garde-côte djiboutienne, a dit le colonel. Nous sommes fiers et satisfaits des avancées enregistrées durant ces années et des efforts déployés pour être à la hauteur des missions confiées à cette institution. Je saisis cette opportunité qui m'est donnée de saluer les initiatives du président de la République qui a permis la création de cette institution digne de son nom, qui a permis d'assurer la sécurité maritime de notre cher pays. Eh bien, la sécurité et la sûreté maritime s'est beaucoup améliorée grâce aux opérations régulières de surveillance maritime effectuées par les gardes-côtes. Eh bien, la République de Djibouti a su tirer profit de sa position géostratégique et est devenue un carrefour stratégique entre le monde arabe, l'Afrique. La sécurité maritime est primordiale, a indiqué dans son interview. Eh bien, le personnel de la garde-côte ont entrepris des efforts louables jour et nuit pour répondre aux missions qui leur ont été confiées et les attentes de nos concitoyens. Avec ces années d'expérience, j'ai pu en profiter afin de renforcer la coopération et les relations avec les institutions sœurs pour marquer cette montée en puissance de notre institution, a mis en exergue le colonel. Eh bien, en profitant de cette occasion, je félicite l'ensemble du personnel de la garde-côte pour le dévouement et le travail accompli avec satisfaction et honneur. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Nous allons en effet parler du Covid-19, le pays le plus durement touché en Europe par la pandémie du Covid-19, avec 61 000 morts, et bien sûr le Royaume-Uni, bien le premier pays dans le monde à avoir autorisé le déploiement de vaccins développés par Pfizer et BioNTech, qui sera le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination ce mardi. Eh bien, le ministre de la Santé d'Angleterre, Mr. Hancock, qui a désigné récemment le premier jour de la campagne de la vaccination comme le jour V-Day, a souligné que la semaine qui vient est un moment historique. Le pays a commandé 40 millions de doses de ce vaccin permettant de protéger 20 millions de personnes. 2 injections étant nécessaires, 800 000 doses seront disponibles dans un premier temps au Royaume-Uni. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.